Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne.
Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Voilà, bonjour à tous. On va commencer ce premier débat de la journée. Bienvenue d'abord à la Cité de la Réussite. J'espère que vous n'avez pas mis trop de temps pour rentrer. Je suis Dominique Seux, journaliste aux Échos et à France Inter. Notre débat ce matin, rupture ou adaptation, quel choix pour bâtir l'avenir? Alors, avant de présenter peut-être un peu le sujet, je vais faire venir tout de suite Sébastien Bazin, qui arrive. Sébastien Bazin, c'est le patron, le PDG du groupe Accor. Le groupe Accor, est-il besoin de le présenter? Ce sont les marques Sofitel, Mercure, Ibis, Formule 1, 3600 hôtels en France et quasiment, je crois, 170 000 salariés, collaborateurs, on ne dit pas salariés. 170 000. Je propose ensuite à Philippe Castagnac, qui est le patron du groupe Mazars, de nous rejoindre. Cabinet d'audit, 13 000 salariés, audit et conseil aux entreprises. Jean-Louis Chaussade, qui est le patron directeur général de Suez Environnement. Alors, 80 000 collaborateurs, c'est le deuxième groupe mondial, l'eau, les déchets, assainissement, distribution d'eau. Oui, on a beaucoup des groupes vraiment de taille importante. Ensuite, Jacques Rapoport, qui nous rejoint, voilà, qui est, lui, le patron de RFF, Réseau Ferré de France. Alors, ce n'est pas le nombre de ses salariés qui manifeste exactement sa puissance de feu. Lui, c'est 30 000 km de rails. Il dirige, il supervise l'ensemble du rail français, la SNCF étant l'exploitant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à partir du 1er janvier 2015, il y a un nouveau changement, une nouvelle fusion des réseaux ferrés de France et de la SNCF. Et puis, enfin, Tidjane Thiam, qui arrive, voilà, qui va s'installer à ma droite et qui est le patron de Prudential, qui est une compagnie d'assurance britannique, mais très présente en Chine et un peu partout dans le monde, 500 000 collaborateurs. Combien d'actifs, m'avez-vous dit? 800 milliards d'euros d'actifs.
évidemment, tout ça est considérable. L'idée, en fait, ce débat, rupture ou adaptation, sont des questions finalement qui, c'est assez simple de planter le décor de cette discussion. Hein. Pour changer d'organisation, pour changer tout simplement notre vie, pour changer le monde, les entreprises, comment faut-il mieux procéder? Est-ce qu'il faut procéder par petits pas, par petites touches, adaptation, ajustement, ou pas avec une lame un peu plus tranchée, plus radicale? Où est l'audace? C'est le thème de la cité. Hein. Où est l'efficacité? Qu'est-ce qui, collectivement, tous, les institutions, les personnes, fait grandir? Est-ce que c'est la capacité à franchir des haies qui sont devant nous une à une, ou à essayer de trouver d'autres chemins pour avancer? Si on réfléchit un petit peu une seconde et on cherche quelques exemples, le jeune homme, vous vous souvenez, qui s'était dressé devant les chars à Tiananmen, voilà, capacité de rupture, de trouver une autre voie pour s'opposer au pouvoir chinois. Mais en même temps, l'adaptation peut avoir des vertus fortes. La fin de l'apartheid, ça s'est fait sur un processus de 10 ans. Mandela, de Klerk, ont décidé de ne pas y aller de manière révolutionnaire, brutale, en une seule fois, mais de faire un long processus. Si on parle d'entreprise, IBM qui décide, il y a une petite dizaine d'années, d'abandonner totalement la vente des micro-ordinateurs, de vendre ça aux Chinois. Rupture totale dans le modèle stratégique. Et d'autres entreprises sont quasiment mortes de ne pas faire des ruptures, d'essayer de tenter des adaptations, BlackBerry, Nokia, de faire des adaptations qui n'ont pas marché. Et évidemment, question, la France, comment doit-elle se réformer? Par petits pas ou de manière plus nette? Et faut-il se réformer? Voilà, c'est un peu des sujets qu'on va aborder. Alors, le principe de ces débats à la Cité de la Réussite, c'est le suivant. C'est-à-dire, nous allons avoir un petit temps qui n'est pas très long de débat à cette table ronde, une 25-30 minutes. Et puis ensuite, la parole sera aux panélistes, des étudiants de grandes écoles qui ont préparé un certain nombre de questions, alors qui sont sur le sujet principalement, mais bon, qui sont très ouvertes, et nous consacrerons un petit peu de temps à les entendre et à répondre à leurs questions. Et puis, bien sûr, vous aurez un long temps pour répondre aux questions. Peut-être d'abord les uns et les autres. Allez, pour démarrer ça, peut-être en 1 minute chacun, comment vous abordez cette question? Rupture, adaptation, en fonction de vos parcours personnels. On ne parle pas encore de vos entreprises, mais quelle est votre approche presque intellectuelle du sujet? Qu'est-ce qui prend? Allez, Tijane Thiam. Je m'attendais à ce qu'on passe par ordre alphabétique. Non, mais on varie. J'étais relax. On est samedi matin. Écoutez, pour moi, c'est clairement adaptation. S'il faut prendre parti, je ne vais pas dire les deux, il ne faut pas tricher. Donc c'est adaptation parce que c'est simplement, dans un monde qui est fluide, incertain et difficile à prévoir, c'est la posture la plus raisonnable qui permet de façon, au coût le plus faible, de tenir compte des réalités et d'évoluer. Cela dit, je pense que c'est très important d'avoir un objectif dans ce processus et je pense qu'on peut arriver à des résultats aussi importants que ceux de la rupture, mais de façon incrémentale. Si on décide de réduire, pour prendre un exemple, les dépenses publiques de 2% par an, au bout de 10 ans, on aura fait beaucoup de chemin. Qui veut répondre à la question? Jacques Rapoport, RFF. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas dire exactement le contraire, mais pas loin. Hein, non pas pour dire le contraire, mais pour être en complément. Je travaille dans un grand service public et j'ai passé tout mon parcours professionnel dans les services publics et c'est devenu une banalité, une grande banalité de dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une société de méfiance, du moins en France, peut-être pas dans d'autres pays, mais en France dans une société de méfiance avec des élites de toute nature qui ne sont plus du tout crédibles, qui sont contestées et remises en cause. Et donc l'adaptation ne peut suffire, ne peut suffire. Il faut des logiques de rupture, mais pas d'aventurisme. Le risque que peut comporter la rupture, c'est de perdre de vue un certain nombre de contraintes, d'obstacles, de suggestions, et de penser que le seul dynamisme va permettre de les lever. Et la rupture doit donc s'accompagner d'une capacité de s'appuyer sur un certain nombre de fondamentaux positifs, parce que le blocage dans lequel on vit est, me semble-t-il, relativement superficiel. Hein, il touche les institutions, il touche les grandes forces du pays, il touche les corps intermédiaires, il ne touche probablement pas la société dans ses profondeurs.
Et donc, il faut aussi savoir s'appuyer sur un certain nombre de fondamentaux. Par exemple, la fierté professionnelle. J'en prends un qui est très présent dans l'entreprise dans laquelle je travaille. La fierté professionnelle est un élément très fort, est un levier sur lequel on doit s'appuyer. Donc, rupture indispensable, mais en sachant s'adapter, en s'appuyant sur les fondamentaux positifs. Rupture, Sébastien Bazin. Accord. Enfin, moi, mon sentiment, c'est que c'est l'ordre des choses. L'ordre des choses aujourd'hui, c'est que vous subissez l'événement beaucoup plus que vous ne pouvez le prévoir. Et on le subit, donc je suis moi dans un mode de rupture, parce qu'elle m'est imposée, donc je dois m'adapter. Et la rupture, elle est extrêmement, non pas facile à appréhender, mais elle est facile à comprendre. On est dans un monde dans lequel, depuis maintenant 5 ans, pas beaucoup plus que ça, hein, mais depuis maintenant 5 ans, le consommateur, le client devient roi et devient celui qui prend la décision la plus importante grâce à 2 choses. D'où la rupture. La première chose, c'est le mobile, la capacité d'utilisation et l'obtention d'un mobile par 95% de la population mondiale leur donne une information en temps réel, globale, qui leur permet de décider et de choisir. La deuxième chose, c'est dans ces informations, certains gens qu'on appelle les agrégateurs ont assimilé cette information pour aider à prendre des décisions ou aider à prendre un choix. Donc, pendant des décennies, le producteur était roi. Ceux qui ont inventé des produits, des systèmes, la machine à vapeur, l'imprimerie, ont mis un temps fou pour convaincre le consommateur. Depuis maintenant 5 ans, les consommateurs eux-mêmes inventent des business models qui révolutionnent le monde des producteurs. Et vous le voyez dans des applications aussi simples que Uber, que le crowdfunding, que bien sûr Airbnb. Donc voilà, donc le changement, le consommateur qui prend le pas sur le producteur amène forcément une rupture dans l'économie traditionnelle. Jean-Louis Chaussade. Oui, moi aussi, je pense que la rupture, nous sommes en train de la vivre. Alors moi, je vais m'exprimer sur des sujets qui me paraissent de plus long terme, mais où la rupture est évidente. Tout ce qui est ressources, tout ce qui est eau, par exemple, nous savons tous que quand on sera à 9 milliards d'habitants, on ne pourra pas consommer la même quantité d'eau par habitant, la même quantité de pétrole par habitant, etc. Donc la rupture, elle est évidente. La question, c'est qu'on a encore un peu de temps devant nous, et donc l'adaptation, elle est aussi nécessaire dans le temps qui va précéder la rupture. Autrement dit, il faut éviter d'arriver devant un mur qui arrive sans s'être préparé. Donc il y a la rupture, et puis donc l'adaptation à cette rupture, et le temps qui nous est laissé, dans le cas particulier par la nature, pour nous adapter. Bon, enfin, pour ce premier tour d'étape vraiment très rapide, Philippe Castagna. Pour l'instant, on est à 3-1. La rupture, plutôt, soyons... Alors, je suis plus proche de Tidjane, moi, en fait, dans ce que je vais vous dire. En fait, ce qui me frappe, en fait, lorsqu'on dirige une entreprise, c'est que le statu quo est juste la seule option qui n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est obligé, effectivement, de tenir compte et d'analyser ces évolutions permanentes, et donc d'adapter. C'est vraiment le minimum. Et j'aurais tendance à dire qu'il y a finalement 2 formes d'adaptation possibles avant de parler de rupture. Il y a l'adaptation préventive, qui quelque part, par rapport à une analyse stratégique ou à un positionnement, qui s'il est conforme et correct, permet au fur et à mesure des nouveautés, qui effectivement nous tombent sur la tête tous les jours, d'adapter de façon préventive et relativement soft les différents modes de travail, modèles et autres. Elle est voulue, elle est préparée, elle est annoncée. Et donc cette évolution préventive ou adaptation préventive est c'est la moins difficile à gérer, je dirais. Il y a l'adaptation réactive qui, quelque part, elle, avant la rupture, permet de contrecarrer ce qui n'était pas prévu, ce qui est un peu subi de façon inattendue, et qui permet aussi probablement de passer sans rupture. Et puis après, lorsqu'effectivement l'évolution est trop forte ou l'analyse était trop mauvaise au départ en termes de positionnement ou de stratégie, là, effectivement, il faut refonder. Il faut recréer quelque chose et il faut à l'évidence passer par une rupture. Et ces scénarios de rupture, qui peuvent être sur des bases économiques, sociales, sociétales, enfin, on imagine toutes les raisons qui peuvent conduire à ça, conduisent à ce moment-là à des situations qui sont évidemment plus risquées, plus difficiles à gérer, qui demandent un accompagnement beaucoup plus important vis-à-vis de tout ce qui entoure, et notamment les salariés. Et cette rupture, elle peut évidemment laisser pas mal de gens au bord du chemin. D'où la difficulté à la gérer. Et je dirais qu'elle n'est vraiment efficace, cette rupture, troisième adaptation préventive, adaptation réactive, et puis rupture. Elle demande beaucoup d'innovation,
à ce moment-là pour créer quelque chose de neuf et le faire comprendre en l'expliquant. Et aussi beaucoup de confiance. Parce que lorsqu'on change de modèle, forcément, évidemment, c'est qu'on a plus confiance dans celui qu'on veut implémenter que dans l'ancien. Donc innovation et confiance font vraiment partie de la rupture. Alors, on va maintenant regarder un peu plus dans les stratégies de chacune des entreprises. Peut-être le principal défi auquel chacune des entreprises qui sont représentées autour de cette table est confrontée, et la façon d'y répondre. Peut-être on va commencer par vous, Sébastien Bazin, vous l'avez dit, sur Accor, il y a un changement de modèle qui est absolument considérable. Vous réagissez comment? C'est-à-dire, vous avez trouvé quoi comme type de réponse? Alors, chacun a en tête le développement de, évidemment, de tout ce qui est chambres d'hôtel et autres, directement confrontés à Airbnb et bien d'autres. D'abord, est-ce que c'est marginal pour l'instant ou ça reste, ou il y a une progression très très forte de cette concurrence pour vous? Et comment vous y adaptez? D'abord, moi je viens d'arriver chez Accor, hein, donc, enfin je viens d'arriver, ça fait 1 an maintenant, mais est-ce que c'est marginal Airbnb? Réponse oui. Est-ce que ça restera marginal? Réponse non. Et je ne veux pas faire le même constat que mes prédécesseurs dans le monde de l'hôtellerie de manière globale. On a eu depuis 15 ans 3 révolutions numériques, très claires, et j'adore moi dans mon métier maintenant, et celui qui était le précédent, regarder dans le miroir, en tout cas regarder sur 15 ans. Que s'est-il passé, ce que j'ai vu, ce que je n'ai pas vu et ce que je dois anticiper demain. C'est comme ça que je suis formaté. Et donc en arrivant chez Accor, j'ai regardé que s'est-il passé dans l'industrie hôtelière depuis 15 ans. En fait, depuis 65 ans. Vous avez eu 50 ans, franchement tranquille, 1950-2000, puisque toutes les industries, tous les groupes hôteliers ont été créés dans les années 50-60. Pendant 50 ans, ils ont partagé le gâteau à 6 ou 7, en tout cas 90% du gâteau. Depuis 2000, sont arrivés ce qu'on appelle les OTA, donc les agences en ligne, Expedia, Booking, qui ont commencé à grappiller une partie du gâteau. En fait, ils l'ont pris aux agences de voyage traditionnelles que sont Carlson Wagonlit Travel, American Express. Les groupes hôteliers n'ont pas beaucoup réagi en se disant, après tout, c'est un changement de mix de channel, et donc, bon, on sera relativement peu impacté. Donc, ils n'ont pas réagi, ils ont regardé les choses évoluer sans prendre de décision. Puis 5 ans plus tard, il s'est passé une autre évolution numérique, ce qu'on appelle les meta-search, dans ce qu'on appelle les aggregators, que sont Kayak, TripAdvisor, Trivago, qui eux ont commencé à assimiler de l'information et à donner une information très privilégiée, très importante au client dans son choix. Là aussi, on a regardé, mais on n'a pas compris, on n'a pas réagi. 4 ans plus tard, effectivement, Airbnb, qui est la 3e révolution numérique, qui celle-là est beaucoup plus dangereuse, parce que cela, c'est ce que les Américains appellent les disrupteurs. Les disrupteurs, ce sont cette jeune génération qui, en fait, ont assez envie de casser les dogmes, les règles et toutes les industries traditionnelles. Ils ont envie de montrer qu'ils sont plus forts, plus intelligents, plus innovants. Et il y a beaucoup de anti ce qui existe, ce qui n'était pas le cas du tout chez les innovants et chez les agrégateurs, qui, eux, se sont servis d'un modèle existant pour prendre une partie de la marge, mais qui n'était pas en conflit direct. Cette 3e révolution va avoir un impact, peu aujourd'hui parce qu'ils ont besoin de trouver leur marque, mais si on ne bouge pas, d'abord il y aura une 4e révolution, puis une 5e révolution. Donc l'industrie traditionnelle qui est la mienne, on doit s'adapter. Ce qui est très intéressant à regarder, et c'est d'ailleurs une des raisons qui me fout la trouille, c'est que pendant ces 15 ans, la plupart d'entre eux ne veulent surtout pas que l'industriel hôtelier meure. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre une partie de la chaîne de valeur, mais hériter de 170 000 personnes, de gérer des hôtels et d'avoir à les entretenir, ça ne les intéresse pas du tout parce que ce n'est pas le bon côté de la chaîne de valeur. C'est donc un réveil très clair pour moi de me dire, puisqu'ils n'en veulent pas, ça veut dire que je fais quelque chose qui peut-être va aller en décrépissance, et donc peut-être que je n'ai pas suffisamment de marge de valeur, donc qu'est-ce que je peux faire pour aller dans un sens différent? Et là, on revient à ce que je disais tout à l'heure très rapidement. Tout ça est lié sur mon consommateur d'aujourd'hui qui est plus exigeant, qui a une connaissance beaucoup plus parfaite de ce qui existe dans le monde en termes de produits, de concepts, de marques, puisqu'il a ça sur son ordinateur et sur son smartphone. Et donc, je dois être présent à travers les applications mobiles, on va en reparler, dans le parcours de mon client du début à la fin. Et le parcours du client, il ne commence pas quand il arrive à mon hôtel. Il commence quand il va aller rêver sur des sites Internet, quand il va aller sélectionner la chaîne, quand il va aller enregistrer sa réservation, quand il va être dans le séjour, quand il va partager son expérience, puisque 70% des clients aujourd'hui, avant de réserver dans l'hôtellerie, vont aller sur TripAdvisor pour prendre connaissance de ce qu'ont dit les uns et les autres de l'objet en question. Et enfin, il y a la dernière étape qui est le retour, donc de les faire revenir dans
Donc c'est ce qu'on appelle le parcours du client, dans lequel des groupes hôteliers ont été présents un petit peu dans la réservation à travers nos sites accorhotel.com, novotel.com, sûrement présents dans le séjour. On est présent dans le retour, mais on n'est pas du tout présent dans le rêve, on n'est pas présent dans la sélection et on n'est pas présent dans le partage d'informations. On se doit, dans ce monde digital, accompagner notre client du début à la fin de son parcours de voyage. Si on ne fait pas ça, je resterai avec un gâteau qui, heureusement pour moi, je pense que j'ai une chance inouïe, l'industrie hotelière mondiale est toujours une industrie en croissance. Pourquoi? Parce qu'avec les compagnies aériennes low cost et autres... Oui, le nombre de touristes augmente de 5% par an. 5% par an, le nombre de chambres entre 0,5 et 1,5%. Donc on est béni des dieux en termes de macro. C'est pour ça qu'on n'est pas encore mort. Et j'arrête juste sur quelque chose. La raison pour laquelle on ne s'est pas posé les bonnes questions, c'est parce qu'il y a eu une hypothèse du départ qui s'avérait toujours exacte, mais qui était erronée en termes d'enjeux, c'est de dire, oh, allez, l'industrie hôtelière n'est pas dématérialisable. À la différence de, effectivement, IFI, vidéo et librairie dans lesquelles Amazon va vous livrer votre objet chez vous, c'est vrai que le client va rester à un moment donné dans l'hôtel. Le problème, c'est que je ne veux pas être le seul crétin dans lequel toute la valeur ajoutée n'est plus chez moi, mais est dans mes intermédiaires qui gravitent autour de moi. Voilà. Et donc, vous avez créé, vous, concrètement, mois après mois, vous créez des cartes de fidélité, etc. C'est très concret pour pister. Oui, le seul moyen, c'est de donner au client des preuves qu'à travers une carte de fidélité, il a un certain nombre de gains, ce qu'on appelle des miles, mais dans lequel il a une chambre qui est meilleure. Enfin, il a un traitement qui est différencié, dans lequel il est attendu, il est reconnu, il est identifié, il est remercié. Donc cette relation client, donc on revient à la big data, on revient à la technologie, on revient à la sélection de cette analyse. Donc voilà, donc on a lancé un plan digital en 6 mois. Il est annoncé sur 5 ans. On prend sûrement un risque qu'on a annoncé trop de choses, puisque j'ai regardé si mes concurrents, Hyatt, Marriott, Starwood, Hilton, ont-ils annoncé quelque chose? Rien du tout. Nous, on s'est mis tout nu la semaine dernière à Londres. On a annoncé beaucoup de choses. Le plus important quand on annonce un plan digital, c'est qu'il faut avoir 3 choses. Il faut avoir un diagnostic sur ce qui s'est passé. Il faut avoir une vraie vision sur là où nous pensons qu'il faut prendre des paris sur 5 ans ou sur 10 ans, parce que ça ne se prend pas sur 18 mois. Et il faut avoir une capacité d'exécution humaine et financière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir des chefs d'orchestre qui ont connu ces tempêtes, ces révolutions dans d'autres industries, d'où la présence de nouveaux visages chez Accor. Et il faut avoir des moyens financiers sur 5 ans. Si vous avez ce côté très discipliné et rigoureux, franchement, vous avez peut-être pris un mauvais pari, mais au moins, et ça revient à votre discours pendant les 2 jours, vous avez été audacieux, vous avez osé, c'est-à-dire vous mettre en avant, et puis vous avez osé essayer d'anticiper ce que Tidjane disait. Le plus important, c'est de prévoir l'imprévisible. Ça a l'air bête de mettre ces 2 mots-là, mais dans notre rôle à nous de chef d'entreprise, c'est de se projeter en espérant qu'on a fait le bon diagnostic et qu'on a le bon plan. Jacques Rapoport, il y a 15 ans environ, on a séparé l'exploitation des trains, la SNCF, et les voies. Au nom de la concurrence, on a pensé que ce serait une meilleure solution. Là, maintenant, à partir du 1er janvier, c'est fini. Où était l'erreur? Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai pris mes fonctions il y a presque 2 ans dans une situation de crise où, effectivement, les relations entre le transporteur et le gestionnaire d'infrastructure avaient atteint un niveau de crise qui conduisait à percevoir le risque qu'on n'arrive plus à faire rouler les trains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose assez classique en France, c'est qu'on a conçu en 1997 un système unique au monde, que depuis lors personne nous a copié, parce que c'est un système qui ne marche pas et qui a été fondé non pas dans le but que vous indiquez, de séparer l'infrastructure et le transport, parce que le transport a vocation à être ouvert à la concurrence alors que l'infrastructure est un monopole naturel, mais il fallait respecter une réglementation communautaire sans provoquer de grève des cheminots. Et le vice vient de là. Ce n'est pas du tout une rupture, ni même une adaptation, c'est le souci de respecter une obligation légale, et en le faisant, en évitant tout ce qui est de nature à susciter des mouvements sociaux dont on sait combien les pouvoirs publics de toute nature les craignent particulièrement. Donc ce n'est pas le système soit d'intégration, soit de séparation qui est mis en cause. Les 2 existent en Europe et les 2 marchent. Et ça, d'ailleurs, ça prouve que les choix d'organisation ne sont pas décisifs. Ce ne sont pas les choix d'organisation qui sont décisifs, sauf lorsqu'on construit un système franco-français
qu'on est les seuls au monde à définir et qui est fondé sur d'autres objectifs que des objectifs de performance. Là, à mes yeux, n'est pas l'essentiel. Il y avait une difficulté, elle est aujourd'hui résolue, et l'enjeu, pour reprendre la question que vous posez, l'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu fondamental du système ferroviaire français aujourd'hui, il y en a deux. Le premier, c'est qu'il commence à être concurrencé vraiment, concurrencé par le covoiturage, concurrencé par l'aviation low cost, concurrencé par les autocars sur autoroute qui arrivent. Le vrai champ du monopole, de fait, je ne parle pas de droit, va en réalité se réduire à la banlieue parisienne, où là, effectivement, on n'envisage pas, du moins dans les 20 ans qui viennent, peut-être qu'après les technologies permettront de trouver d'autres systèmes, on ne voit pas d'alternative aux migrations ferroviaires. L'enjeu, donc ça c'est le premier enjeu essentiel, comment offrir un service qui soit susceptible de répondre à la concurrence de ces nouveaux produits et services. Ils ne sont pas dématérialisés, même s'ils s'appuient sur une commercialisation qui, elle, est totalement dématérialisée. Mais nous avons, dans une activité extrêmement traditionnelle, dont tout le monde pensait qu'elle était insubmersible, nous avons l'apparition d'une vraie concurrence qui met en cause ces fondamentaux, encore une fois, banlieue parisienne exceptée. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, qui est plus particulièrement le mien dans mon activité d'infrastructure, c'est que pendant plus de 30 ans, en France, comme dans d'autres pays européens d'ailleurs, on n'est pas là, on est, contrairement à l'organisation, nous n'avons pas une situation très spécifique. On s'est surtout occupé du développement et notamment de la grande vitesse. Et on a considéré que le réseau classique, celui qui est utilisé par 95% des utilisateurs, le réseau classique fonctionnait bien et ne posait pas de gros problèmes. Et nous sommes confrontés maintenant à un mur de renouvellement qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros, parce que notre réseau classique a vieilli. Alors évidemment, dégager des ressources publiques à hauteur de dizaines de milliards d'euros, ça n'est pas possible. Comment s'en sortir de ces deux défis? Le premier, c'est exactement la même logique que ce que on vient d'entendre, nous venons d'entendre pour Accor, c'est offrir un service personnalisé. Le chemin de fer est par définition un service de masse, où la clientèle, c'est de la charge à emporter, c'est un vocabulaire qu'on emploie encore, il faut enlever la charge. Voilà, c'est ça le client, il faut enlever la charge. Et il est vrai que la charge pondérale, c'est ça, il est vrai que si la ligne A du RER s'arrête, il y a un problème d'enlèvement de la charge, il faut bien reconnaître. Donc c'est pas simplement de la mauvaise volonté ou du technocratisme sauvage que d'utiliser cette formule. Ça montre bien la complexité du métier. Mais le but, c'est de personnaliser le service. Il n'y en a pas d'autre. Le chemin, c'est celui de la personnalisation du service pour faire face à la concurrence. Et pour ce qui concerne l'autre défi, qui est celui de la remise à niveau d'un réseau qui a anormalement vieilli, il y a là aussi une solution et une seule, ce sont les nouvelles technologies. L'infrastructure ferroviaire vit au 19e siècle. En 100 ans, il ne s'est rien passé. Il ne s'est à peu près rien passé. Or, aujourd'hui, avec les outils numériques, avec la vidéo, avec les drones, nous avons la perspective de transformer radicalement le métier de gestionnaire d'infrastructure. Et c'est ça le levier qui doit nous permettre de répondre les drones, à ce quoi, défi. Pour l'entretien, les drones. Ouais. Le drone pour la surveillance du réseau. Ouais. Parce qu'avant d'entretenir, il faut savoir ce qui a lieu d'entretenir. Vous utilisez déjà des drones? Bien sûr, pour surveiller, on commence pour surveiller les ouvrages d'art. Vous en avez combien? On en a quelques dizaines. Il n'y en a pas qui se sont un peu trompés de chemin ces dernières semaines, non? Écoutez, à ma connaissance, c'est vous alors? Non. À ma connaissance, il n'y a pas de journalistes dans la salle? Non, mais ce serait une excellente nouvelle, parce que ce serait une façon de valoriser mon activité que de dire que c'est nous qui avons défrayé la chronique, mais malheureusement, je crains que ça ne soit pas vrai. Bon, merci. Jean-Louis Chaussade, votre principal défi, vous, donc c'est les déchets, l'eau, deuxième groupe mondial, la distribution, c'est quoi votre principal défi et la façon dont vous y répondez? Je dirais que nous, on a deux défis. Le premier, c'est celui que je qualifierais le défi de la ressource.
faut qu'on soit tous conscients que dans un horizon qui n'est pas très lointain, 2030, on sera à 9 milliards d'habitants, 70% de la population vivra dans des villes, et en même temps, vous aurez le réchauffement climatique qui aura des impacts sur la pluviométrie. Alors quand je regarde tout ça, que je me dis qu'il y a à peu près 600 villes qui auront ou concentreront 70% de la richesse mondiale, je me dis clairement que les métiers que je fais aujourd'hui, les métiers de distribution, sont des métiers qui vont considérablement changer. On ne va plus, par exemple, simplement me demander d'amener l'eau chez mon client. On va me demander, par exemple, de gérer en continu sa consommation en l'aidant à la maîtriser. On va nous demander de gérer la ressource de manière à ce qu'elle soit optimisée, c'est-à-dire réduire les pertes, c'est-à-dire allouer de l'eau soit pour l'agriculture, soit pour l'industrie, soit pour la consommation, ou alors créer des ressources alternatives. En tous les cas, à l'horizon 2030, nous savons d'ores et déjà qu'il y a à peu près 40% de la population mondiale qui vivra dans des régions de stress hydrique. Ça n'a plus rien à voir en termes de métier avec le métier, entre guillemets, simple, de distribuer une ressource abondante à une population faible, qu'elle soit rurale ou urbaine. Donc ça, c'est, je dirais, un premier défi. Il y a un deuxième défi, c'est à l'intérieur j'allais dire, du défi de la ressource, c'est la problématique des ressources elles-mêmes. Nous sommes dans un monde où on gâche beaucoup. Et donc, nous retrouvons dans les déchets, les millions de tonnes de déchets. Par exemple, la France, pour donner quelques chiffres, produit 35 millions de tonnes de déchets ménagers par an, 90 millions de tonnes de déchets industriels, 350 millions de tonnes, quand je fais le calcul, de tous les déchets, sauf les déchets agricoles. Et donc, la problématique, c'est que jusqu'à maintenant, ces déchets, on les a, en gros, pour simplifier, enfouis, mis dans des décharges, et que demain, on va vouloir les réutiliser. Les réutiliser, pourquoi ? Tout simplement parce que, comme on n'en a pas beaucoup, il va falloir essayer d'extraire de nos déchets toutes les matières qui sont réutilisables. Et il y en a beaucoup. Si je peux donner quelques chiffres qui sont ceux de ce environnement, en Europe, nous gérons, par exemple, 2,5 millions de tonnes de ce qu'on appelle scrap metal, c'est-à-dire de ferraille. Nous gérons à peu près 2 millions de tonnes de papier, 1 million de tonnes de bois, 400 000 tonnes de plastique, etc., etc. Tous ces éléments sont des éléments qui peuvent être réutilisés. Alors pourquoi est-ce que c'est une révolution pour nous ? Parce qu'autrefois, notre métier il était très simple et il était local. Je collecte, je mets en décharge. Aujourd'hui, c'est je collecte, je trie de mieux en mieux, je réutilise, j'essaye de revendre les matières premières, donc je deviens, par exemple, dépendant du cours des matières premières mondiales, c'est-à-dire que je suis aujourd'hui soumis à l'évolution de l'économie mondiale, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Et en plus, je discute avec les industriels pour savoir comment je peux leur donner des matières premières qu'ils vont mélanger à de la matière première vierge pour faire des nouveaux produits. Donc, une évolution absolument majeure des métiers que nous faisons. Et il n'y a pas le choix. Les évolutions sont à la fois j'allais dire dans nos têtes, c'est-à-dire que nous prenons tous conscience de nos limites, des limites des ressources, mais en même temps elles sont réglementaires. Et en Europe, par exemple, il y a des lois, il y a des règlements qui font que vous n'avez plus le droit de mettre en décharge. Regardez simplement, par exemple, la loi de transition énergétique, elle a quelques articles qui sont typiquement liés pour la problématique du déchet, qui dit qu'en 2025, il faudra, par rapport à 2010, réduire de 50% les mises en décharge. Donc vous avez une évolution considérable, c'est plus les mêmes hommes, c'est plus les mêmes métiers, c'est plus les mêmes conséquences, c'est plus les mêmes. Les qualifications de vos salariés doivent changer. Il faut faire évoluer l'ensemble de l'entreprise, 80 000 salariés, vers un monde qui est complètement différent de celui qu'ils connaissaient il y a 10 ans, avec en plus une incertitude que j'ai essayé de rapidement décrire, par exemple sur le prix des matières premières qui n'existait pas avant, dans un monde qui lui-même très incertain, sur une industrie dont la production est extrêmement variable. Et j'ajoute que la deuxième grande révolution, on en a déjà parlé autour de cette table, c'est tout ce qui tourne autour du big data, parce que évidemment nos rapports à nos clients finaux sont en train d'évoluer. Autrefois, ce qu'on nous demandait, c'est de pouvoir ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau. D'ailleurs, nous sommes dans des pays où c'est encore formidable d'être comme ça. Vous passez la Méditerranée, sauf à Alger où c'est nous qui le faisons et tout le monde a de l'eau, mais sur toutes les autres capitales du Maghreb,
vous avez de l'eau 20, 30, 40% du temps. Donc il y a nos clients aujourd'hui en Europe, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Savoir leur consommation en temps réel, être capable de gérer des réseaux en temps réel, éviter par exemple, qui est un grand problème des grandes métropoles, qu'il y ait des pluies d'orage considérables et qu'elles aient une conséquence sur la vie sociale ou économique. Donc le big data, il va vous permettre ça, et ça a déjà commencé. Vous individualisez les données. Absolument. Pas simplement avec des compteurs individuels qui existent déjà. Non, ça va bien au-delà. Bien sûr, le compteur individuel nous donne l'information individuelle. Après, il faut le traiter. Donc tous ces éléments que je mets simplement bout à bout vous montrent que dans des métiers qui paraissaient extraordinairement traditionnels, dont la problématique, l'eau ou les déchets, ne va pas disparaître. Donc nous sommes dans des métiers qui vont continuer à exister dans les 30 ou 50 ans qui viennent. Après, il y aura peut-être des révolutions formidables qui feraient qu'on pourra vivre pratiquement sans eau. Je ne le crois pas. Mais en tous les cas, dans les 20 ou 30 ans qui viennent, nos métiers qui ne sont pas à risque en termes de métiers sont fortement à risque en termes de technologie, de savoir-faire. L'économie circulaire, vous êtes dans la boucle ou Absolument. Qu'est-ce que ça change? Ça change par exemple que au lieu c'est un concept marketing ou c'est beaucoup plus que ça? Non, c'est pas un concept. Ça change une chose simple. Je vais le résumer de manière très simple. Autrefois, on attendait les déchets à la porte des usines. Aujourd'hui, on est dans les usines et on aide les entreprises à réutiliser d'une manière ou d'une autre la totalité de leurs déchets dans leur cycle de production. Voilà. Autrement dit, nous sommes devenus des partenaires des industriels et pas simplement, j'allais dire, des fournisseurs. Nous sommes, on le voit bien, quand je récupère dans les chaînes de Renault, on récupère toutes les tôles et qu'avec eux, on va chez Mittal pour fournir ou racheter les millions de tonnes dont ils ont besoin, tout en leur fournissant 2 ou 3 millions de tonnes supplémentaires, ce qui permet une négociation plus facile pour eux. Parfait. On voit bien qu'on est à la fois fournisseurs, partenaires, clients. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont associés avec nous, Renault, dans une entreprise commune, pour faire ça. Merci. Philippe Castagnac, vous, dans le domaine de l'audit, alors vous allez me dire aussi que les drones vont tout changer dans votre vie d'auditeur, de conseil aux entreprises. Nous, on a quelques la révolution du big data, on a quelques drones qui circulent sur les entreprises. J'espère que Jean-Louis s'est aperçu qu'on avait un drone sur Suez Environnement, mais non, je plaisante. Donc, rupture ou adaptation, je crois que vraiment, dans le temps, et pour sans doute encore longtemps devant nous, c'est une suite d'adaptations. On a eu la chance, grâce à Robert Mazars, qui avait créé ce cabinet il y a 50 ans, d'hériter, et je dis bien d'hériter en fait, même s'il n'y a pas de filiation, d'un modèle qui est un modèle, alors on appelle ça un partnership, en fait chez nous c'est plutôt un sponsorship. C'est-à-dire que Mazars a très vite nié la valeur incorporelle du cabinet, n'a pas voulu d'argent lorsqu'il s'est retiré, et depuis cette perpétuation de ce modèle a fait qu'aucune succession n'a posé de problème. Rappelez-vous, en 1980, quand j'ai commencé en 1977, en rentrant chez Mazars, il y avait les Big 8. Puis les Big 6, les Big 5, ils sont Big 4 aujourd'hui. On avait une dizaine de grands concurrents français, ou disons européens, sur le marché des grands comptes. Très honnêtement, aujourd'hui, ils ont tous disparu. Il y a eu des problèmes de succession, ou sinon des absorptions et des fusions dans les 4 grands réseaux. Aujourd'hui, le Haut Conseil du Commissariat aux comptes, qui est le régulateur en France, dit qu'il y a les Big 5 en France, c'est les 4 plus Mazars. Alors on n'est pas du tout un Big et on ne veut pas être un Big, au sens Big 4, mais ceci, c'est vrai qu'on est un cabinet aujourd'hui international, et grâce à ce modèle de sponsorship, on a vécu des adaptations régulières. Alors il y a eu celle de la passation des pouvoirs entre Robert Mazars et Patrick Decambour il y a une trentaine d'années, celle entre Patrick Decambour et moi il y a 3 ans, et puis il y a la continuité de ce modèle, avec en 1995 une grande fusion en France, qui nous a donné des moyens beaucoup plus considérables, c'est avec Guérard Viala, et donc devenu Mazars en France, Mazars-Guérard au début et Mazars depuis. Et puis en 1998 en Angleterre, en 2000 en Hollande, début des années 2000 dans un certain nombre de pays européens, africains ou d'Amérique latine, en 2009 aux États-Unis, et depuis les années 2010 dans tout un tas de pays de l'Asie du Sud-Est et la Chine, qui ont fait que cette suite de croissance externe par voie de fusion sur les mêmes bases et les mêmes valeurs, avec notamment les qualités techniques évidemment qui sont absolument fondamentales dans le contrôle qualité que l'on réalise avant de fusionner, font que par adaptation successive, un cabinet parisien devenu français, devenu européen est devenu beaucoup plus international, même si on ne veut pas se qualifier de big au sens des Big 4.
Ça le deviendra peut-être un jour, mais aujourd'hui, on a fait une progression en 30 ans de 50 collaborateurs lorsque je suis rentré boulevard Haussmann en 1977 à un peu moins de 15 000 aujourd'hui dans 72 pays. Donc c'est une suite d'adaptations qui correspondaient à une stratégie, une analyse du marché qui était relativement pertinente. Alors évidemment, vous me direz, ça c'est hier. Demain, la réforme européenne, on en parlera sûrement tout à l'heure, la concentration du marché, alors qu'en fait on voulait une déconcentration au niveau de Bruxelles dans la préparation des textes. Je ne sais pas si cet objectif sera réussi. Donc nous, notre idée en fait aujourd'hui, c'est que l'investissement dans la formation, on est une société de services, donc évidemment tout est basé sur la qualité de ce que l'on propose à nos clients en termes de valeur ajoutée et de consistance dans le service et dans la qualité de la signature lorsqu'on est auditeur. Donc évidemment on investit lourdement dans ces domaines, dans les outils en matière d'audit. Le digital joue évidemment un grand rôle là aussi et c'est pas fini, on n'en est même qu'au début. Et par conséquent toutes ces adaptations programmées, prévues, rarement subies, ont conduit à ce qu'effectivement on n'ait pas connu de scénario de rupture. Et très honnêtement, à un horizon prévisible, alors c'est de plus en plus court l'horizon prévisible, comme disait mon voisin, je le partage volontiers, à horizon prévisible, on ne voit pas du tout de scénario de rupture potentiel. En revanche, ça nous oblige à continuer à lire avec, si possible, une certaine acuité, ce que va être le marché de demain et ce qu'attendent les entreprises demain. À l'évidence, la qualité de service à l'international sur les grands comptes, qui est notre marché privilégié, est essentielle. Mais au-delà de ça, je pense que dans les structures, notre modèle de sponsorship est quelque chose qui nous permet effectivement de voir l'avenir avec sérénité par rapport aux successions futures. Et ça, c'est un modèle auquel nous sommes très attachés et qui nous a permis de gérer ça par adaptation successive. Merci, Tidjane Thiam. Alors, principal défi de Production, mais j'ai envie d'avoir peut-être une question personnelle qui vous est souvent posée, donc vous m'en excuserez, mais vous avez fait d'abord une première rupture personnelle. Vous avez dû ou décidé de quitter la France il y a, 10 ans, 15 ans, parce que polytechnicien, corps des mines, enfin je ne sais plus très bien, non, civil, vous ne trouviez pas de job à la hauteur de vos espérances et de ce que vous pouviez faire. Donc vous avez fait ce choix, rupture. Oui. Dominique, je vais être très indiscipliné. Je crois que la première fois, j'ai respecté la minute, donc j'ai parlé très peu. Ouais. Donc cette fois-ci, je vais peut-être éviter cette question. Je vais y revenir, si vous me permettez, mais commencer par parler de Prudential, parce que c'est quand même important que je dise quelques mots là-dessus, et je pense que ça illustre bien le débat qu'on a. Moi, je remercie Philippe, parce que j'ai frôlé le 4-1, mais on est plus ou moins à 3-2. Parce que je reste fermement du côté de l'évolution. J'ai dû devenir plus britannique que je pense, en fait, que j'en suis conscient progressivement. Parce que je pense que c'est aussi une des différences fondamentales entre le système à l'anglo-saxonne et un certain cartésianisme français, qui est qu'on ne fait pas confiance. C'est pour ça qu'il y a toujours une reine en Angleterre, bien que ce soit une démocratie moderne. On évolue de façon incrémentale. Et j'ai bien aimé les 50 à 15 000 de Philippe, parce que je pense qu'on ne peut passer de 50 à 15 000 en réalité que de façon organique. Et si vous prenez le développement, moi je crois beaucoup dans l'exponentiation, il y a beaucoup d'étudiants ici, je crois beaucoup au pouvoir de l'exponentiel. C'est de ma formation mathématique. Mais 2 ou 3% par an, c'est vraiment l'histoire chinoise de la goutte d'eau qui finit par creuser la pierre. C'est un pouvoir énorme, on peut multiplier les exemples. En Europe, on a fait une réforme de l'assurance qu'on appelle Solvency II. Big Bang, on a décidé en 2002, par rupture, de créer un nouveau système de régulation de l'assurance. On est en 2014, il n'est toujours pas en place. Donc, si vous voulez, parce qu'il s'est produit quelques petites choses dans l'intervalle, genre la crise de 2008-2009, etc. Et à chaque fois, il a fallu tout reprendre, puisqu'on voulait une réponse unique, globale, à tous les problèmes de l'assurance dans le monde. En une fois, on est très intelligent en Europe et on est certainement capable de faire ça. Dans l'intervalle, les États-Unis, qui fonctionnent de façon incrémentale, chaque année, sortent des notes qui ajustent un peu leur système. Je peux vous dire que leur système aujourd'hui, il est en place, il fonctionne, il est infiniment meilleur qu'en 2002. Et nous, on a dépensé 200 millions de livres. Rien que nous, Prudential, l'industrie britannique a dépensé 3 milliards de livres sur la mise en œuvre de Solvency II, qui n'est toujours pas finie et dont on ne sait pas ce qui sera à 1 an de son application. Donc, si vous voulez, mon allergie aux approches de rupture, elle est réelle, elle est profonde. Je pense que ça ne marche pas. Je pense que dans un monde qui est aléatoire, extrêmement difficile à prédire, comme a dit Sébastien, penser qu'on a assez de QI pour tout prévoir, ce génie industriel, ingénieur qui peut tout prévoir sur tout, ça ne marche pas. On fait de belles machines, des usines à gaz qui ne produisent rien ou qui coûtent trop cher ou qui sont dépassées avant même d'avoir été ouvertes. Donc je crois qu'il y a une obligation d'humilité face au réel et que l'humilité face au réel, c'est de procéder de façon incrémentale. Donc, si vous voulez, nous en Asie, c'est ce qu'on a fait.
En 1995, on avait plus de 100% de nos profits, ça peut faire sourire, mais au UK, au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'on perdait de l'argent par ailleurs, on devait faire 110% au UK et on perdait de l'argent partout ailleurs. Et on a eu un visionnaire, Mick Newmarch, qui était vraiment... D'ailleurs, en passant, qui n'est jamais allé à l'université. Il existe depuis 166 ans, on a eu plein de CEO qui sont rentrés dans la boîte à 18 ans et qui ont fait tout le chemin jusqu'en haut et qui ont très bien réussi. Donc il a dit, l'Asie c'est important, il faut qu'on soit présent en Asie. Il a envoyé quelqu'un qui s'appelle Mark Tucker, il lui a dit « You are to build a material business in Asia with no capital ». Tout le monde connaît la phrase dans l'entreprise, et Mark, qui était un défricheur de génie, est parti, il a construit une première plateforme. Si vous voulez, on est aujourd'hui numéro 1 en Asie dans 7 pays. Notre vision, c'est qu'il y a une classe moyenne émergente en Asie, qu'on a servi de façon diverse de 95 à aujourd'hui. Si vous regardez ce qu'on fait aujourd'hui, c'est complètement différent de ce qu'on faisait en 95, on a évolué. Mais cette vision fondamentale reste. Et c'est pour ça, moi, je cite librement, je crois que c'est Sénèque qui a dit « Il n'est point de vent favorable pour celui qui ne sait où il veut aller ». Mais oui, il faut un objectif, il faut un point terminal. On veut arriver. On voulait devenir numéro 1 en Asie, mais on a fait ça de façon très progressive. Moi, je suis africain aussi culturellement, j'aime beaucoup les proverbes. Comme un bon africain, il y a un proverbe baoulé qui dit que marcher sur un chemin accidenté n'a jamais déformé le bassin. Donc je traduis. Ce que ça veut dire, c'est que quand on a fini de marcher sur un chemin accidenté, on sort quand même avec les hanches droites. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut s'adapter, le chemin sera accidenté et on peut garder ses hanches droites, sa direction. Donc vraiment pour finir, prenez l'Indonésie, j'ai fait ça de façon un peu, parce que on a ce débat avec le marché et les investisseurs. J'ai pris, notre succès en Indonésie est assez connu, moi j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Jokowi, qui est le nouveau président, parce on est la première entreprise d'Indonésie. On a commencé il y a 15 ans avec rien. Et donc j'ai mis à nos résultats un slide en disant, voilà, nos ambitions sont toujours énormes, on a ce business où il y a 1000 agents, 10 000 clients, et on veut dans 15 ans qu'il soit 400 fois plus gros. Et donc notre objectif, c'est de, ça n'existe pas, enfin multiplier par 400 le chiffre d'affaires, le nombre de clients, etc. Et tout le monde a rigolé dans la salle, et ensuite j'avais un autre slide qui montrait qu'en fait c'est ce qu'on a fait en Indonésie en 15 ans. Et c'est donc ce pouvoir de dire qu'une action continue, croître de 10%, de 7%, de 8% par an, c'est énorme. Vous prenez l'Afrique, il y a 10 ans, l'Europe était 20 fois plus grosse que l'Afrique en PIB. Ça permettait à tout le monde, toutes les blagues, enfin oui, le PIB de l'Afrique est inférieur à celui de la Belgique, et patati et patata. Aujourd'hui, l'Europe est 7 fois plus grosse que l'Afrique. Voilà ce qui s'est passé en 10 ans. 10 ans de 3-4% de différence de croissance exponentielle, ça change complètement la nature d'une situation. Donc voilà, peut-être un long exposé pour pourquoi je crois plus à l'approche progressive, s'il n'empêche pas de réaliser des ruptures. Je le dis bien, vraiment, je réconcilie les deux. On peut très bien arriver à des changements radicaux. Regardez ce que l'Allemagne a fait sur le coût du travail en 10 ans. On peut aller très loin en y allant étape par étape, point par point. Donc sur ma question personnelle, on me pose toujours la question, je fais très attention maintenant, parce que peut-être je vais répondre par une boutade. J'ai échoué il y a 5 ans dans une grosse OPA de 35 milliards de dollars. Je suis devenu célèbre en Angleterre parce que je suis le CEO qui a eu le plus gros échec de l'histoire du corporate en Angleterre. Je suis un peu emporté par mon enthousiasme pour l'Asie. J'ai essayé d'acheter 35 milliards de dollars, la première société concurrente. On est numéro 1, ils sont numéro 2 en Asie. Et ça n'a pas plu et on trouvait que c'était trop cher. Cette société vaut maintenant 64 milliards. 3 ans après, enfin, bref. Donc tout le monde dit rétrospectivement c'était une bonne idée, mais c'est trop tard. Mais pour rigoler un peu, je faisais mes résultats, j'avais un call avec la presse britannique qui est redoutable. Donc je fais des répétitions comme tout le monde ici, on vous entraîne, surtout pas dire ça, faut pas dire ci, faut pas dire ça. Et donc évidemment toujours la dernière question, après 1 heure de débat, on me pose la question sur AI. On me dit mais qu'est-ce que vous pensez de votre échec? Et donc je dis vous connaissez, moi je suis cinéphile, donc le Groundhog Day, le film où il y a John Murray qui se réveille tous les matins dans cette ville et il revit le même jour. Voilà. Et simplement, comme c'est le même jour, chaque fois il fait les choses de façon un peu différente. Il veut séduire une femme et donc il sait ce qu'elle va lui dire avant qu'elle lui dise. Donc, enfin, bref. Je dis dans ma réponse, pensant être intelligent, it's Groundhog Day, vous me parlez tout le temps de cette histoire, je ne veux plus en parler, ça ne s'est pas fait, avançons. Et j'ai eu la première page du FT, Prue Chief still laments his missed opportunity. Ah ben. J'en ai parlé 10 secondes. Donc mon départ, c'est un peu la même chose. Je pense que la seule manière de faire qu'on n'en parle plus, c'est de ne pas en parler. Très bien.
Et ce ne sera pas à la une des Échos demain. Alors, on va prendre les questions maintenant du panel. Alors, je ne sais pas très bien comment c'est organisé. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Donc, c'est des étudiants qui ont préparé un certain nombre de questions. Est-ce que quelqu'un a un micro? Allez-y, voilà. Allez-y. Alors, si vous voulez simplement indiquer D'accord. Non, ça marche. Qui vous êtes et à qui s'adresse la question, et on va essayer d'aller à chaque fois assez vite dans la question et dans la réponse. Bonjour à tous. Merci aux intervenants pour ce débat. Pour me présenter sommairement, je m'appelle Jérémy Laloum. Je suis étudiant à la Sorbonne en droit, donc pas en économie. Ce qui explique sûrement que ma question ne va pas être très technique, mais avoir une portée peut-être un peu plus générale. Donc elle s'adresse à Monsieur Bazin, mais puisqu'elle est très générale, elle pourrait à vrai dire s'adresser à tous les intervenants, pardon. Donc on l'a répété en début de débat, Accor c'est 170 000 collaborateurs. Donc ma question est la suivante, c'est quand on prend en main un grand groupe comme Accor, est-ce qu'on doit adapter sa vision du marché à l'entreprise ou s'adapter à l'entreprise, à la culture de l'entreprise et à la culture des collaborateurs qui sont en place? Bon. Celle-là, je ne l'avais pas prévu. Non, sérieusement, je suis passé de 30 personnes à 170 000 personnes. Donc, autant vous dire que mon expérience en termes de manager, de gestionnaire des grandes entreprises, elle était néante. On se demande pourquoi, d'ailleurs, ils m'ont nommé. Mais c'est vrai que j'ai été administrateur pendant 10 ans de Accor. Donc, je connais bien la société de l'extérieur. J'étais actionnaire. J'ai critiqué beaucoup mes prédécesseurs, en bien et en mal. La première chose que j'ai faite quand je suis arrivé, franchement, pour beaucoup de gens chez Accor, j'étais la pire nouvelle qui puisse arriver. Donc, j'avais une réputation qui était atroce. Et donc, les premières 48 heures ont été assez violentes. Donc, ils m'ont largement fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Donc, pour répondre à votre question, ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire que je leur ai dit au bout de 48 heures que je sentais bien que je n'étais pas le bienvenu, mais que j'avais été nommé et que j'avais laissé derrière moi ma vie de financier, que j'étais ravi d'être là, que j'avais le même avenir que les gens qui étaient à côté de moi. Et que la première chose que j'allais faire, et qui s'est avérée non seulement indispensable, mais d'une richesse inouïe, j'ai adoré ce moment-là. Je leur ai dit le lendemain, écoutez, pendant 3 mois, je ne vais rien dire et je ne vais parler avec absolument personne d'autre que vous. C'est-à-dire que je me suis immergé septembre, octobre, novembre 2013 en allant dans 40 des 94 pays pour aller faire petit déjeuner, déjeuner, dîner, 3 heures chacun avec 24 personnes qui se mettaient sur l'intranet. Je ne savais pas si c'était le bagagiste, le concierge, le chef cuisine, le maître d'hôtel, qui vous voulez. Et je ne voulais aucun des dirigeants locaux dans les pays concernés avec moi dans cette table ronde. Et donc pendant 3 mois, j'ai dû rencontrer 3000 personnes et je n'ai fait que écouter, comme une éponge, que écouter ce que les uns et les autres dans l'entreprise voulaient bien me dire de l'entreprise qu'ils connaissaient mieux que moi. Et donc le plan que j'avais donné à mes administrateurs au mois d'août, plan sur lequel ils m'avaient élu, je l'ai modifié au moins à 40% de ce que j'avais entendu à l'intérieur de l'entreprise. Donc pour répondre à votre question, je suis venu avec une vision sur le monde hôtelier en général, mais le plan qui a été mis en place, c'est le plan des collaborateurs et beaucoup moins le mien. Donc je me suis adapté à eux. Merci. Question suivante. Bonjour. Alors... Si vous aviez modifié à 60% votre plan, vous aviez encore plus d'applaudissements peut-être, hein? On ne sait pas. Alors, oui, allez-y. Je m'appelle Emilien Nori. Alors, je viens de Dauphine. J'ai fait un master finance. Donc, je vais poser une question à Tidjane Thiam. Alors, dans l'environnement actuel, avec un marché qui a des taux bas, moi, je vais poser une question qui est très provocatrice dans le sens où l'adaptation, pour moi, c'est un peu l'euthanasie du rentier. Enfin, en Europe. Hein. Après, quand on parle d'Asie, c'est sûr et certain, c'est des marchés qui vont aller mieux. Mais en Europe, j'ai l'impression que si on s'adapte, on va plutôt brûler à petit feu et on va mourir, au final.
Non, merci. C'est une excellente question, Marc. Je vais encore répondre par une anecdote. J'étais à Westminster, au Parlement britannique, récemment, et la personne qui est venue m'accompagner, en fait, était très gentil avec moi. Vraiment, il me souriait. Très gentil. Je dis, bon, moi, je suis toujours un peu méfiant quand ça arrive. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes aussi excité de me rencontrer? Elle dit, non, moi, je suis le chef des cuisines. J'ai insisté pour vous accueillir parce que je suis actionnaire de Prudential. Et comme le cours de l'action a quadruplé en 5 ans, je suis très content. Merci, monsieur. Donc, c'est une boutade pour dire qu'en fait, tout ça, ça se réconcilie. On a beaucoup parlé en France de capitalisme populaire, etc. Mais c'est vraiment ça, une grande partie de la réponse, en tout cas au Royaume-Uni, c'est qu'en fait, j'en parle du vieillissement de l'Europe, en fait, la démographie mondiale est tout à fait saine. La pyramide des âges mondiale est tout à fait saine. Il y a un problème concentré dans le monde occidental de vieillissement, mais si vous regardez, en Indonésie, l'âge moyen, c'est 28 ans, 27 points quelque chose, en Afrique, 18 ans. Donc la population mondiale, en fait, est relativement jeune. Et c'est les entreprises qui prennent ça comme marché, et nous, c'est vraiment notre marché, c'est la classe moyenne partout, en fait, réussissent bien. Et les taux bas, encore, justement, vraiment, c'est très bien, parce que dans l'assurance, les taux d'intérêt sont très importants. Quand moi, j'ai pris Prudential, on faisait 65% de nos profits en ce qu'on appelle en spread income. Donc, simplement, prendre de l'argent, je vous promets un taux, je le replace. Et moi, j'étais totalement contre ça. Et c'est là aussi qu'il y a des questions de vision. Je suis allé au board, au conseil d'administration, en disant c'est une catastrophe. On ne peut pas être comme une proposition d'investissement qui est simplement un pari sur les taux. Parce que je pense qu'il faut contrôler son destin. C'est nous livrer à. Je ne parle plus français, parfois je suis vagaries of a market, mais les variations sauvages du marché. Et j'ai dit on va développer une stratégie qui va nous amener à complètement transformer nos sources de revenus. Donc, en privilégiant les revenus d'assurance à proprement parler, où on met un prix sur un risque, on le gère et on fait un profit ou pas, et ce qu'on appelle le fee income, qui est donc les revenus qu'on retire de gérer la gestion des actifs d'autrui qui gardent le risque d'investissement. Et on est passé de à peu près 15% de nos profits à 68% qui viennent de ces deux sources-là. Okay, donc les 65% qui étaient en spread sont devenus presque rien. Une des raisons pour lesquelles on a tellement réussi par rapport à d'autres compagnies pendant la crise, c'est qu'on avait décidé avant la crise de décorréler nos profits des taux bas. Et je pense qu'honnêtement, on est une des seules sociétés d'assurance aujourd'hui qui a vraiment un avenir, parce qu'on a vu ça venir, on l'a anticipé, on a porté un diagnostic, le board m'a soutenu, on a mis ça en œuvre, mais encore de façon progressive, on a gagné quelques points chaque année, et les gens se retournent aujourd'hui, regardent nos revenus, ils disent mais comment ils ont fait? Alors, eux, ils se réveillent un matin en 2014, ils veulent faire pareil. Mais c'est en 2007 ou 2008 qu'il fallait commencer. Donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est notre expérience. Il y a une question complémentaire, c'est est-ce que dans les vieux pays occidentaux, pour effacer les dettes, notamment publiques, dans les années qui viennent, est-ce qu'il ne faut pas avoir 5 années de très forte inflation qui euthanasient vraiment les rentiers? Peut-être. Moi, je crois surtout qu'il faut fixer encore un objectif. Moi, quand Manuel Valls est venu à Londres récemment, je lui ai dit, bon, on a 57,5% de dépenses publiques du PIB en France. C'est une question un peu vache, mais je lui ai dit, qu'est-ce qui vous paraît un niveau acceptable? Et il m'a dit, mais on vous connaît en France, vous êtes parti, etc. J'ai dit oui. Et... J'ai rien dit, hein, vraiment. Non, mais c'était public, donc je peux en parler. Et il m'a dit, je ne vais pas répondre. Mais en fait, il a répondu. À la fin, il a dit, on veut rentrer dans la moyenne européenne. Je ne sais pas le chiffre exact, mais ça doit être 42, 43, 44%. Bon, si on veut passer de 57 à 44, ça veut dire un tiers en moins. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de plan pour faire ça. Et je lui ai dit, moi, nous, on est un très gros investisseur. Je suis le premier détenteur d'obligations de l'État britannique. Donc je vois George Osborne régulièrement, Mark Carney être un gros investisseur. Je lui ai dit, mais dites-nous, si vous nous dites le point d'arrivée, la valeur des marchés, c'est qu'ils regardent vers le futur, comme vous savez bien, toujours. On vous donnera aujourd'hui la récompense d'action même que vous n'avez pas encore faite. Et avec ça, ça vous créera de la marge de manœuvre pour faire des choses. Mais dites-le. Et j'ai vraiment, moi, un principe de vie absolu. Quand quelqu'un me dit « je vais faire telle chose, mais faites attention, je ne peux pas le dire », j'attribue à ça une valeur de 0. Parce que je ne crois pas, en général dans la vie, que les gens font des choses qu'ils ne peuvent même pas dire. Vous avez regardé François Hollande avant-hier? Non. Autre question. Bonjour, je m'appelle Mathilde Bulliard, je suis étudiante en classe préparatoire. Et j'avais une question pour Tidjane Thiam. Donc, vous avez beaucoup de succès apparemment. Je voulais donc savoir, par rapport à l'innovation, qui apparaît aujourd'hui comme le moteur de croissance qui
moteur de croissance essentiel. Et est-ce que vous pensez qu'une innovation qui est audacieuse et qui est une bonne innovation apparaît en rupture avec le passé, ou au contraire est une innovation qui s'adapte à ce qui existe déjà? Mon Dieu, je crois qu'il y a des livres entiers écrits sur la question. Malheureusement, je pense que la réponse c'est un peu des deux. Il y a des innovations technologiques qui ont été de complète rupture, mais en général, elles s'appuient quand même sur des technologies préexistantes, sous-jacentes, que quelqu'un a juste l'idée de relier. Et puis il y en a qui sont juste incrémentales. Moi, je pense que vraiment, j'ai applaudi Sébastien après son intervention parce que je partage tellement ce qu'il a dit. Moi, je fais pareil. Mon grand plaisir quand je pars, je suis tout le temps, c'est de rencontrer les gens qui vraiment font notre entreprise. On a plus de 400 000 agents en Asie, ils sont fantastiques. Je n'ai jamais rencontré un de ces agents sans retirer quelque chose. Ça va vous faire sourire, mais souvent, j'étais à Singapour récemment et on m'a présenté l'agente qui a fait la plus grosse affaire l'année dernière, et elle a vendu un contrat de 10 millions de dollars à un riche asiatique avec $1 million de primes par an. Et je lui dis, quand même c'est dur, parce que qu'est-ce que vous allez faire après ça, hein, vous ne ferez jamais mieux que ça? Et elle m'a regardé, elle a souri, elle a dit non, l'année prochaine je vais en vendre un à sa femme. Donc l'innovation, c'est d'écouter les gens, d'être près du terrain, comme Sébastien a fait, et de rencontrer les idées. Les gens ont plein d'idées. En fait, il faut créer des environnements qui permettent à ces idées-là d'émerger, de ne pas être tuées, et puis avoir une culture en fait, de l'échec, si j'ose ainsi dire, où on accepte que un des coûts de l'innovation, c'est d'accepter l'échec, et on fait même chez nous des post-mortem, on récompense les gens parfois qui ont échoué, parce qu'on ne veut jamais décourager cette innovation. On sait très bien qu'il y a peut-être une idée, mais cette idée, elle transformera l'avenir de l'entreprise par son... Donc il faut laisser fleurir les sans-fleurs. Question. Bonjour, je m'appelle Romain Gombert, je suis à Dauphine en Master 2, et je vais poser une question à Jean-Louis Chaussade en prenant appui sur la question précédente. Par rapport à l'innovation et par rapport aux startups notamment, en fait. Vous dites que votre entreprise doit se restructurer complètement parce qu'elle est en changement total de métier finalement. Est-ce que finalement les startups vous permettraient pas d'aider à faire votre restructuration finalement, et donc par le partenariat ou par le rachat ou par tout ce qui peut se faire avec elles en fait finalement, comme force brute d'innovation en fait? Alors, c'est une question très intéressante. D'une manière générale, comment une entreprise peut-elle accélérer ses innovations? Alors, bien entendu, il y a la capacité interne de développer les innovations, et puis, comme vous le dites très bien, il y a tout ce qui se passe dans le monde autour de soi. Alors, nous avons, depuis maintenant 4 ou 5 ans, nous avons créé un fonds qui s'appelle Blue Orange, qui est un fonds qui cherche à financer des innovations qui ne sont pas forcément d'ailleurs complètement en lien avec nos métiers, mais qui nous apparaissent comme apportant des réponses à des questions long terme que nous pouvons nous poser. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Quel impact vont avoir les nouvelles bactéries sur la capacité de transformer certains déchets organiques en alcool? Très important, parce que l'alcool, c'est le cœur de la chimie verte, c'est avec de l'alcool qu'on fera les plastiques de demain. Bon, eh ben, nous avons des accords avec des sociétés qui développent ça. Autre start-up que nous sommes en train de financer, en Angleterre d'ailleurs, qui est une start-up dans laquelle on prend des résidus de plastique, qui ne sont pas théoriquement des plastiques qu'on peut recycler, et à partir duquel on fait du gasoil que vous mettez dans votre voiture. Bon, est-ce que ça marche? À quel coût? Aujourd'hui, on ne sait pas exactement, mais on se dit que si demain on est capable de faire ça à des coûts raisonnables, peut-être que ça peut faire évoluer l'évolution du recyclage des plastiques dans le monde occidental. Donc, à votre question, est-ce que l'innovation est au cœur de la transformation d'une société comme ses environnements? La réponse est oui. Et comme nous avons conscience que nous ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes, nous essayons de regarder ce que font les autres autour de nous. Et l'une des réponses, mais ce n'est pas la seule, nous achetons aussi des sociétés, bien sûr, mais comme vous me parlez de start-up, l'une des réponses, c'est de s'associer et de financer un certain nombre de start-up. Certaines, on l'a parlé de risque, certaines ne marcheront pas.
D'autres, au contraire, vous apporteront des idées remarquables. Et peut-être qu'une sera une véritable rupture. Mais pour que vous en ayez une qui fasse de la rupture, il faut accepter qu'il y en ait 10 qui soient moyennes, médiocres, voire inutiles. Et c'est ce risque-là dans l'innovation qui est, à mon sens, indispensable si on veut vraiment innover et aider l'entreprise à faire ces grands changements, ces grandes ruptures dont on a parlé tout à l'heure. C'est le choix, par exemple, aussi des laboratoires pharmaceutiques qui fonctionnent maintenant sur la recherche avec des pépites extérieures plutôt qu'en recherche interne. Autre question. Suivante, dans le panel, toujours. Oui. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Elisabeth Transon et je suis étudiante à l'Institut supérieur de gestion. J'aimerais poser une question à M. Chaussade pour continuer dans son idée. Donc vous, apparemment, en tant qu'entreprise, vous avez pris les dispositions nécessaires pour vous adapter au niveau défi de l'environnement, en particulier de la distribution de l'eau. Mais votre défi, il est particulier parce que là, il ne suffit pas simplement d'adapter un secteur, ou enfin de vous adapter à votre secteur, vous devez aussi réussir à adapter toute la population. Du coup, je voudrais savoir, vous, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que vous voudriez faire pour accompagner dans cette adaptation une population qui ne serait pas forcément prête à accepter, comme par exemple, vous aviez dit tout à l'heure, rationner l'eau et ce genre de nouveaux défis. D'abord, nous ne sommes qu'un des acteurs de l'adaptation. Parce que l'entreprise, elle est complètement insérée dans un monde. Et donc, à votre question, dans notre monde. Et donc, à votre question, je vais répondre de la manière suivante. Ce qui a complètement changé dans notre rapport à nos clients, et nous en avons de nombreux, ça peut être vous, moi, client individuel, ça peut être la municipalité, ça peut être un État quelquefois. Donc, qu'est-ce qui a changé dans nos rapports? Première chose, le dialogue entre les parties prenantes. On ne peut plus imaginer aujourd'hui de travailler dans le monde de l'eau si on n'a pas un dialogue continu avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire tous ceux qui ont un intérêt à ce que finalement nous soyons dans un cycle raisonnable d'utilisation de l'eau. Ça, c'est une première chose. Dans ce dialogue, dans la transparence du dialogue, dans la transparence de la gestion qui accompagne le dialogue, vous pouvez poser complètement l'ensemble des problèmes. D'ailleurs, je prends un pays comme la France, où pourtant il y a beaucoup d'eau, eh bien, la consommation d'eau par habitant n'arrête pas de baisser depuis 10 ans. C'est lié à toute une série de phénomènes, mais c'est lié aussi à la prise de conscience que l'eau est un bien précieux. Alors, ces discussions, ces dialogues, je parle de la France, mais on l'a dans de nombreux pays. Je prends la Chine. La Chine, c'est simple, c'est 23% ou 22 ou 23% de la population mondiale, c'est 8% des ressources en eau. Et si vous regardez la Chine, l'eau, elle est extrêmement mal distribuée. En résumé, dans la partie est où il y a la population, il y a très peu d'eau. En tous les cas, il n'y en a pas assez. Et l'eau, elle descend de l'Himalaya à travers 3 ou 4 grands fleuves. Bon. Et donc, ils ont des problématiques considérables, sachant que la Chine, je l'ai dit tout à l'heure, va devenir urbaine. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais à 20 ans, le panorama de la Chine aura changé. Et la Chine a 2 problèmes. Le problème, c'est l'urbanisation les oblige à donner de l'eau à tout le monde. Et deuxièmement, il faut en même temps faire comprendre à tout le monde que pour avoir assez d'eau pour tout le monde, il faudra consommer très peu d'eau. Donc, est-ce qu'il faut des signaux prix, etc., etc. Donc, à votre question, notre métier, le métier de Suez Environnement, c'est aussi de faire prendre conscience à l'ensemble des parties prenantes que ce bien unique, universel, nécessaire à la vie, doit être partagé de manière intelligente. Et je n'ai parlé que des gens, on devrait parler des industries. La question, c'est aussi si les gens, comme vous dites, ne veulent pas faire le tri sélectif, si ne veulent pas baisser la consommation d'eau, c'est quoi? C'est les normes, donc la réglementation étatique? Est-ce que c'est le signal prix, la fiscalité? Qu'est-ce qui agit le plus? Les gens, partout dans le monde, sont prêts à s'adapter. Tout à l'heure, on parlait de l'incrémentation. Personne, aujourd'hui, ne souffrira d'une diminution de sa consommation d'eau de 1% par an. Pourtant, au bout de 20 ans ou 30 ans, au lieu de consommer, comme aujourd'hui en Californie, 350 litres par jour et par habitant, ce qui est une aberration, ils arriveront au minimum que l'on connaît dans certains pays d'Asie, dans les grandes villes, à 80 litres par jour et par habitant. Et ceux qui vivent avec 80 litres par jour et par habitant, ils vivent très bien. Eh bien, il y a un moyen, je prends ça, mais je pourrais prendre d'autres exemples. Vous parlez du tri, etc. Quand on aura, comme nos enfants, appris à trier, ce qui n'est pas très difficile, eh bien, effectivement, ça rendra la réutilisation, le recyclage des matières beaucoup plus facile. Il n'y a pas d'autre choix, et je terminerai par là, il n'y a pas d'autre chemin si on veut éviter une rupture très douloureuse, il n'y a pas d'autre chemin
que l'adaptation permanente et le changement progressif de nos modes de vie. Question suivante. Oui. Juste pour savoir combien y a-t-il, si vous pouvez juste lever la main pour savoir combien il y a encore de questions dans le panel. D'accord. Bonjour, je suis Camille Ménès, je suis étudiante à l'Institut supérieur de gestion. Ma question s'adresse à Monsieur Castagnac. Vous avez évoqué tout à l'heure la réforme du marché européen de l'audit, et j'aurais voulu savoir et connaître votre opinion. Cette réforme constitue-t-elle pour vous une succession d'adaptations au marché, ou bien s'agit-il d'une rupture? Alors c'est une bonne question. Le marché de l'audit a été effectivement considérablement affecté depuis 2010 par des discussions à Bruxelles sur l'évolution effectivement de l'harmonisation du marché européen de l'audit. C'est une discussion qui a été introduite par le commissaire Barnier et qui voulait finalement, ou qui veut, parce que la réforme a été adoptée, répondre à deux objectifs. La première, c'est d'harmoniser ce marché au sein de l'Union. Et puis la deuxième, c'est de tenter une déconcentration probable, mais difficile à atteindre, de ce marché qui est aujourd'hui donc très concentré entre les mains des Big Four et de très très rares autres acteurs, dont Mazars. Donc cette discussion pendant 4 ans, comme toutes les discussions de directives ou de règlements européens, elle a fait l'objet de multiples allers-retours, d'effets de lobbying et autres, et elle a accouché en fait d'un texte, de 2 textes même, un règlement et une directive, au printemps dernier. Ces 2 textes devront être transposés dans les États avant le mois de juin 2016. Donc on a 2 années qui ont commencé au printemps là, pour transposer dans les différentes législations nationales ces approches. Je pense qu'effectivement il s'agit à minima d'adaptation forte, voire peut-être de tentatives de rupture sur certains aspects. Alors je m'explique. L'harmonisation du marché, en fait, sans entrer du tout dans des débats techniques, il y a malheureusement de nombreuses options qui sont aujourd'hui encore très ouvertes et à la disposition des États. C'est ce qui se discute d'ailleurs en France, dans un groupe de travail ou dans quelques groupes de travail. Je participe à l'un d'entre eux, la chancellerie, et le programme est en principe de déboucher sur des propositions pour le Parlement français au printemps prochain, donc printemps 2015. Implémentation, donc encore une fois, début 2016. Ces options, elles sont discutées dans tous les États. Et malheureusement, ce que je crains, c'est qu'à la fin, il y ait encore un patchwork relativement significatif de mesures différentes qui font que certes, on aura avancé probablement un peu dans l'harmonisation de ce marché, mais trop d'options, ou surtout la possibilité pour les États d'aller éventuellement plus loin, parce que c'est un peu une version à minima et chaque État peut aller plus loin en dehors des options dans la traduction du texte, s'il estime qu'il faut être plus restrictif. Donc l'harmonisation, il y a un pas qui a été fait, un pas qui aura été fait, mais certainement pas une harmonisation réelle comme on aurait espéré en avoir une au sein de l'Union, ce qui aurait d'ailleurs aussi assaini un peu les règles entre les différents acteurs et facilité la vie des entreprises aussi, parce que mettons-nous surtout à la place des entreprises, lorsqu'elles ont des règles différentes dans les différents pays, c'est compliqué de gérer un cabinet d'audit ou 2 cabinets d'audit avec des modalités d'application qui varient d'un pays à l'autre. Donc sur l'aspect harmonisation, un pas est fait, pas forcément un pas décisif. En ce qui concerne la déconcentration du marché, là, il nous faut attendre. Il y a une période transitoire qui est prévue pour l'application des différents aspects de la loi, notamment sur la rotation des firmes dans le temps. Il y a une période transitoire qui va s'étaler entre 2015 ou 2016, donc début de l'application de ces textes à droite et à gauche, et 2024 ou 2025. Donc les gouvernances des différentes sociétés auront un choix qui visera à adapter tranquillement sur cette période leurs propres auditeurs et leurs propres méthodes d'audit et de choix de cabinet d'audit dans cette période, de faire des ruptures avec effectivement des changements peut-être brutaux, et notamment en France quand il y a 2 auditeurs, d'en changer un ou d'en changer 2 à la fois, ou de tuiler ce changement. Très bien. Juste un commentaire encore parce que c'est important sur le fond. Il y a une règle internationale qui a introduit il y a quelques années la rotation des signataires. Donc de toute façon, chaque signataire de grand compte doit tourner tous les 6 ans. Aux États-Unis, tous les 5 ans. Le fait d'ajouter une rotation des firmes, surtout dans le cadre où dans certains pays comme en France, il y a le co-commissariat, et on avait beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait là un peu une double mesure compliquée à gérer. Et il a été fait le choix d'étaler ça dans le temps, et il faudra le gérer effectivement, et donc voir si on a rupture ou adaptation dans les 5 ou 10 années qui viennent. Merci. Alors pour les 2 dernières questions du panel, on va essayer d'avoir une question brève et une réponse brève pour que la salle puisse poser quelques questions. Voilà. Alors les 2 dernières questions du panel, on les prend ensemble d'ailleurs. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Bastien Biotte, étudiant aussi à l'Institut supérieur de gestion. J'ai une question pour Monsieur Raporo.
Concernant donc justement la fusion entre RFF et SNCF, j'aimerais savoir, pour nous, utilisateurs, qu'est-ce que cette fusion va impacter dans notre situation au quotidien et en quoi cette fusion permet de répondre aux obligations européennes concernant l'ouverture à la concurrence du ferroviaire. Merci. L'autre question, la dernière question du panel. C'était la même question que la question posée avant sur la régulation et ce que ça allait changer sur le marché. Bon, ça vous donne 2 fois plus de temps, je ne sais pas. Non, je vais évidemment être bref. En Europe, on a 2 grands modèles d'organisation des entreprises ferroviaires, soit le modèle intégré, celui que nous sommes en train d'adopter en France et qui prévaut de longue date en Allemagne, en Autriche et en Suisse, soit le modèle complètement séparé, qui prévaut notamment en Grande-Bretagne, où il y a une entreprise publique d'infrastructure et une quantité d'opérateurs. Ce qu'on constate, c'est que l'ouverture à la concurrence et la réalité de la concurrence est indépendante des choix d'organisation. Un pays comme la Suisse ou comme l'Autriche, qui sont des systèmes intégrés, sont assez ouverts à la concurrence. D'autres pays comme l'Espagne ou la Belgique, qui sont des systèmes séparés, ne sont pas ouverts à la concurrence. Et donc, il n'y a, enfin, on l'admet, plus d'enjeux d'organisation sur l'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence, elle dépend en réalité des décisions des pouvoirs publics prises dans chaque pays, évidemment dans le cadre d'une réglementation européenne qui aujourd'hui n'est pas arrêtée. La réglementation européenne ne dit pas à quelle date l'ouverture à la concurrence est obligatoire. Voilà, donc sur ce point, je pense que l'enjeu est un choix politique. Est-ce qu'on souhaite ou pas la concurrence? Il faut bien reconnaître que la France, traditionnellement, n'aime pas la concurrence. Alors que si les prix des trains ont tellement augmenté ces dernières années, ça n'a rien à voir avec l'absence de concurrence. Si les prix des trains, les tarifs ont augmenté, c'est lié au fait que le coût du système ferroviaire est très élevé et que les pouvoirs publics ont eu une politique assez constante, quels que soient les gouvernements, de droite et de gauche, d'essayer de faire payer plus l'usager et moins le contribuable. Je rappelle qu'un système ferroviaire est évidemment un service rendu aux clients, qu'ils soient d'ailleurs voyageurs ou chargeurs, parce qu'on oublie beaucoup le fret, alors que c'est une activité évidemment essentielle, surtout en termes de protection de l'environnement, mais c'est aussi une infrastructure publique qui est donc financée largement par le contribuable. On n'est pas loin des notions de petit équilibre où le client finance le fonctionnement et le contribuable finance l'investissement. Donc c'est le curseur que mettent les pouvoirs publics entre les 2 appels à financement, client ou contribuable, qui détermine la tarification. Alors, que va apporter cette réforme pour l'utilisateur? Eh bien, elle doit permettre, et elle a pour but de permettre de faire 2 choses essentielles. C'est d'abord les incidents de qualité de service liés à la fracture entre le rail et la roue, appelons ça comme ça, pour utiliser une formule simplifiée, ces incidents que nous avons vécus pendant des années, et notamment en 2011, où il y a eu ce qu'on a appelé la crise des sillons, c'est qu'on se demandait vraiment est-ce qu'on arriverait à définir les horaires des trains. Tout ça va se terminer. Et la deuxième chose, c'est que la coupure en 2 génère énormément de coûts de transaction, ce qu'on appelle les coûts de transaction, et c'est des quantités de contrats qu'on s'échange entre 2 entreprises publiques. Tout ça doit permettre de dégager beaucoup de productivité. Voilà, c'est ça les deux enjeux essentiels, mais j'insiste bien dans un contexte où les choix politiques ne sont pas simples à arrêter. Et notamment en France, c'est la différence avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, une politique ferroviaire est affichée par le gouvernement de façon précise. En France, ce n'est pas affiché pour une raison simple. C'est qu'afficher une politique ferroviaire, ce n'est pas dire ce qu'on va faire, c'est aussi dire ce qu'on ne va pas faire. Or, en France, on est incapable d'afficher ce qu'on ne va pas faire. Les questions de la salle. Alors, qui lève la main? Au fond à droite, un peu plus devant. Bonjour, Gérard. Oui. Gérard Clavry. Ma question s'adresse à M. Bazin. Vous avez évoqué tout à l'heure l'évolution du consommateur ou du client dans ce que vous avez appelé le parcours client ou que d'autres pourraient appeler l'expérience client depuis l'amont jusqu'à l'aval, donc arrivé dans vos hôtels. Vous avez fait part d'un plan digital et vous avez évoqué
la carte de fidélité. Mais si je comprends bien, la carte de fidélité, elle s'adresse à une partie du parcours. Comment vous envisagez l'autre partie du parcours qui est celle où il est tout à fait en amont, où il s'informe auprès des agrégateurs, auprès d'un certain nombre. Comment pensez-vous être présent dans cette partie-là du parcours? Ou avoir décidé de ne pas y être? Non, on a décidé d'y être. On a décidé d'être présent dans toutes les étapes du parcours. Donc du rêve, de l'acte sélection, de la réservation, au séjour, au partage et au retour. La carte de fidélité, juste pour vous donner deux exemples qui sont très clairs, enfin deux histoires très différentes. Les Américains ont compris ça depuis très longtemps avec le marketing direct. Leur carte de fidélité existe depuis plus de 30 ans. Tous les groupes américains ont entre 50 et 80 millions de porteurs de cartes qui représentent 50% de leur chiffre d'affaires. Accor a compris ça malheureusement il n'y a que 8 ans. Et donc nous avons 17 millions de porteurs de cartes et ça ne représente que 23% de notre chiffre d'affaires. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ces 17 millions augmentent de 4 millions par an et donc on va rattraper notre retard. Et puis la bonne nouvelle, c'est que comme on n'a que 23, ça veut dire qu'on peut aller à 50. Donc on a des sources d'opportunités qui sont très grandes. Mais tout l'enjeu devient donc dans l'application mobile et dans le fait que celui qui est détenteur de la carte peut retrouver à travers sa carte les 7 étapes du parcours et dans lequel, à travers accorhotel.com, est-ce qu'on doit lui offrir un choix d'un hôtel qui n'est pas celui du groupe Accor? Pourquoi pas? C'est-à-dire que nous allons effectivement s'immiscer dans toutes les étapes du parcours, soit en faisant un partenariat, parce que dans chacune des étapes, il y a déjà des acteurs très forts, voyageprivé.com et bien d'autres. Donc c'est le plan qui a été annoncé. C'est vrai qu'on a fait exprès, et Tidjane a raison. Moi, j'ai tendance à annoncer tout ce que je fais. C'est mon trait de caractère. On a annoncé beaucoup. En même temps, je fais attention parce qu'on est dans un environnement très concurrentiel avec mes groupes américains qui sont très présents. Et je ne peux pas tout dire. Donc oui, monsieur, on va, à travers la carte, donner des services qui ne sont pas donnés aujourd'hui, qui vont donner envie à cette personne détentrice, en fait, d'aller plus loin avec Accor que ce qu'on leur offre aujourd'hui. Donc l'aval et l'amont sont très importants. Il n'y a pas que la carte, il restera plein d'autres choses, mais la carte est l'élément essentiel dans lequel 90% des porteurs de cartes ne vont pas sur les sites en ligne. Parce que s'ils devaient aller sur un site en ligne, ils n'ont pas le bénéfice de ce qu'on appelle les avantages en nature, de crédit, de miles, de upgrade, de late checkout. Ils n'ont pas ça si vous passez par un site en ligne. Donc les sites en ligne n'ont rien de dramatique. Pour moi, ce sont des partenariats. Je ne veux pas les combattre parce qu'ils m'apportent des clients que je n'avais pas. Donc je suis ravi de les avoir. Mon enjeu, c'est que si quelqu'un d'entre vous passe par Booking et Expedia, je paierai la commission une fois, mais je ne la paierai pas 2 fois. C'est-à-dire que je vais faire en sorte de venir vous voir à l'entrée de mon hôtel pour vous expliquer que je suis ravi de vous avoir, mais voilà la carte, et la prochaine fois vous passez avec moi, et voilà l'avantage que vous aurez. Mais en termes de prix, vous êtes concurrentiel, c'est-à-dire... Totalement, c'est le même prix. Vous n'avez pas d'avantage concurrentiel pour une raison très simple, et je me tais là-dessus. On a une faiblesse, c'est que nous avons un parc hôtelier, et donc nous avons ce qu'on appelle un stock, un inventaire. Les OTA, en fait, ils ont un grand avantage, c'est qu'ils n'ont pas ce parc. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la lourdeur d'avoir à entretenir le parc et d'avoir les collaborateurs. C'est donc moi qui fixe mon prix. La dernière chose que je vais faire, c'est de laisser quelqu'un d'autre afficher le prix de mon hôtel et de ma chambre. Je suis donc le décideur, je suis le mandataire, les autres agissent, je suis le mandant, ils agissent en qualité de mandataire. Donc voilà, vous ne trouverez pas sur un site en ligne un prix d'une chambre d'hôtel inférieur de celui que vous trouverez sur un site Accor. Jamais. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans la restauration. Vous allez sur lafourchette.com, vous trouvez des tarifs beaucoup moins chers que si vous allez dans la rue. Mais parce qu'ils n'ont pas édicté ces règles-là. Là où l'enjeu devient, et on peut en parler pendant des heures, là où l'enjeu devient très national et dans tous les pays du monde, c'est que les groupes comme Accor peuvent parfaitement se défendre. On a une expertise, une technologie, une masse, un leadership qui est colossal. Les groupes américains aussi. Les indépendants hôteliers, ils sont très nombreux, puisque 70% des hôtels dans le monde sont détenus par des indépendants. Tous ces indépendants n'ont pas les mêmes réponses, car ils n'ont pas les mêmes moyens. Donc eux souffrent terriblement de ces agences en ligne, parce qu'ils ne peuvent pas édicter les mêmes prix et il n'y a pas le même rapport de force. Une question de la salle qui était peut-être pas très bien. Oui, bonjour, c'était pour répondre. Ah. Si vous pouvez juste lever la main, parce que je ne sais pas qui parle. Qui est en train de parler. À gauche. Allez-y. C'était une question pour monsieur, réagir à ce qu'avait dit monsieur Rapoport. Après, je laisse répondre qui veut. C'est que vous aviez dit au départ, les problèmes, c'est pas tellement les gens sur le terrain ou dans l'entreprise, c'est plutôt l'encadrement, la politique. Et puis après, vous avez dit, dans une deuxième intervention, finalement, on fait rien, on bouge pas trop parce qu'on a surtout peur des mouvements sociaux. Donc la question, c'est un peu la base, c'est le problème ou finalement, c'est pas le problème ?
D'abord, on vient de bouger, hein, puisque une réforme attendue depuis 17 ans et systématiquement différée a été adoptée par le Parlement l'été dernier et sera mise en œuvre au 1er janvier, c'est-à-dire dans quelques jours. La question est de savoir comment on bouge, et on revient à la question originelle, c'est où est l'équilibre entre la rupture et l'adaptation. Ce que je peux souligner ici, c'est qu'une réforme importante, une transformation importante a abouti parce que deux conditions étaient simultanément réunies. D'abord, une vraie crise. Elle s'est produite en 2011 et elle a montré à tout le monde que le statu quo était impossible. Ça, c'est un élément nécessaire pour que l'exigence de changement soit perçue par tout le monde. Et ensuite, 3 ans de débat. 3 ans, c'est long, 3 ans. C'est d'ailleurs trop long, hein. Mais il a fallu 3 ans d'échanges, de discussions, de groupes de travail, de participation de toutes les parties prenantes, parce que le système ferroviaire intéresse à peu près tout le monde. Et lorsque ces deux conditions sont réunies, la conviction que le changement est indispensable du fait d'une crise et d'autre part un dialogue soutenu et suffisamment long, eh bien les conditions de la réussite sont rassemblées. Voilà, alors je suis désolé pour les questions qu'on ne peut pas prendre. Je vais juste poser et demander à chacun de répondre en 15-20 secondes, pas plus. On va parler de l'entreprise France. Le moral est un peu dans les chaussettes en France, mais c'est en même temps la 5e puissance économique mondiale et ça le reste. Est-ce que la France, pour bouger, s'adapter, on n'ose pas forcément le mot réformer, est-ce qu'elle doit agir par petits pas, en s'adaptant, comme elle le fait depuis des dizaines d'années, ou est-ce qu'il doit avoir des choc un peu plus fort? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'acteur? Alors, c'est plus facile parfois d'être à la tête d'une entreprise que d'être un politique. Donc, on ne vous demande évidemment pas des réponses politiques, mais votre avis, chacun en 30 secondes. Allez, qui se lance le premier? C'est curieux, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme là. La réponse, elle est très simple. Dès que nous aurons en France un homme d'État et non pas un homme politique, nous allons y arriver. Un homme d'État est quelqu'un qui connaît les réformes dont la France a besoin. Non, mais c'est vrai. L'homme d'État, celui qui connaît les réformes dont la France a besoin, qui saura les mettre en place et sachant qu'il ne sera jamais réélu, mais il aura rendu service à son pays et restera dans l'histoire. Et l'homme politique va penser à son renouvellement. Ne mettront donc pas les réformes en place et nous serons nulle part. Alors, oui, Philippe. Moi, non seulement j'adhère à 100% à ce que vient de dire Sébastien, mais je crois qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est qu'on ait ce discours de vérité. Et il faut qu'on ait une autorité quelque part qui donne les vrais chiffres et que l'on arrête très très vite de transférer sur les générations suivantes tous les problèmes qu'on n'arrive pas à traiter sur le moment. Lors de la Cité du Partage, il y a 2 ans, j'avais conclu sur ce thème. Les conflits intergénérationnels vont monter en puissance. Il faut absolument arrêter ça et arriver à dire la vérité et cesser de transférer les charges sur les générations suivantes. Jacques, Jean-Louis, Tidjane. Non, moi je pense qu'il faut. Ce qui nous manque cruellement, c'est finalement une direction. Je pense qu'il faut qu'on finisse, on arrête de se dire qu'on va tout modifier tout doucement. Non, je pense qu'il faut que quelqu'un dise bon, bah, voilà où nous devons aller tous ensemble, voilà les sacrifices qu'il faut faire. Voilà en combien de temps on va résoudre ce problème et on va redevenir ce que nous sommes encore, heureusement, c'est-à-dire une grande nation avec beaucoup de gens de qualité et beaucoup de richesse. Mais maintenant, il faut trancher. L'apôtre de l'adaptation, que dit-il? Oui, mais de façon incrémentale. Je pense qu'il faut des objectifs. Je suis consistant. Il faut des objectifs ambitieux. Pour moi, oui, il faut réduire d'un tiers les dépenses publiques, mais on ne va pas y aller d'un coup, et on le fera de façon... Les gens, je crois que les mauvais généraux ont toujours de mauvais soldats. Moi, le mauvais dirigeant, je le reconnais toujours à ceux qui mentent aux gens qu'ils dirigent. Okay, les gens, on leur doit la vérité par respect, parce qu'ils ont droit au respect. Okay, donc mentir, c'est mal. Okay, on ne peut pas diriger une communauté humaine en mentant. C'est aussi simple que ça. Il faut dire aux gens ce qui est, et c'est le respect qu'on leur doit en tant qu'être humain, pour leur intelligence et pour ce qu'ils sont. Et je crois beaucoup à la sagesse collective. Je n'ai jamais... J'ai fait une dévaluation de 50% du franc CFA en Côte d'Ivoire. Les gens l'ont accepté, on a fait 6% de croissance parce qu'on a dit la vérité aux gens. On est allé voir les étudiants, l'armée, tout le monde, on a parlé. On ne réussit rien en se cachant. Hein. Il faut affronter les problèmes, il faut être clair et les gens ne sont pas idiots. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Moi, quand je parle en France, on m'applaudit à chaque fois que je dis. Et je dis, et quand je dis aux dirigeants... On va faire le test, hein. Non,
J'ai la chance de rencontrer les dirigeants français. Je leur dis toujours, mais écoutez, moi, ce que vous avez peur de dire, vous savez, j'étais en France la semaine dernière, je l'ai dit et tout le monde a applaudi. Alors pourquoi vous n'essayez pas de le dire? Et j'ai dit à un d'entre eux qui m'a dit, mais les Français ne nous croient jamais. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez, il y a une seule méthode que vous n'avez pas essayée, c'est arrêter de mentir. Jacques. Il est vrai que la tradition française, c'est celle de l'homme providentiel. Donc, on a besoin d'une personnalité qui incarne la transformation dont le pays a besoin. Et ça passe effectivement par une parole libre et complète, dire les choses. Le débat politique aujourd'hui n'en est pas là. Et donc, il faut que chacun d'entre nous, nous, les personnes établies, et vous, les jeunes qui arrivez, il faut que chacun d'entre nous portons haut et fort une parole de modernité. Merci à tous. Merci, parce que j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit. Je crois que vous passez en plateau. Ouais, vous passez en plateau. Merci d'avoir été fan. Non, dans le. Ça, ce serait bien qu'on